Bien, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le président de chambre, mesdames, messieurs, où il est le président de chambre? Il est en face de moi, voilà, je le cherchais, je l'avais vu là, il est en face. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous procédons donc aujourd'hui à une audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application de l'article 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances sur la scolarisation des élèves allophones. La scolarisation rapide et massive de jeunes Ukrainiens au printemps 2022 a été considérée comme un succès, mais elle a aussi souligné certaines fragilités du dispositif d'accueil des élèves allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle, évidemment, n'est pas le français. Or, la plus complète analyse sur ce sujet remontait à près de 15 ans, dans un contexte de croissance continue du nombre d'élèves allophones scolarisés en France. Il manquait donc une étude consolidée. C'est la raison pour laquelle la Commission des finances, à la demande de son rapporteur spécial Gérard Longuet, a commandé à la Cour des comptes une enquête sur le sujet. Nous recevons donc aujourd'hui M. Nasser Meda, président de la 3e chambre de la Cour des comptes, qui nous présentera les principales conclusions de cette enquête. Pour nous éclairer sur le sujet et répondre aux observations de la Cour, sont également présents Mme Rachel-Marie Pradeil-Duval, chef de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique à la Direction générale de l'enseignement scolaire, et M. Daniel Overlot, qui est donc recteur de Créteil. Après avoir entendu la Cour des comptes, le rapporteur spécial Gérard Longuet présentera les principaux enseignements qu'il a tirés de cette enquête, puis je laisserai évidemment la parole à nos invités. Et à l'issue du débat, je demanderai aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes. Je rappelle à chacun que cette audition est ouverte à la presse et retransmise sur le site internet du Sénat. Je laisse tout de suite la parole à M. Nasser Meda, peut-être pour environ une trentaine de minutes. Très bien. Merci. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs. J'ai le plaisir de venir présenter devant vous le rapport de la Cour sur la scolarisation des élèves allophones. Ce document vous a été transmis dans le cadre, vous l'avez dit, de la demande d'enquête de la part du président de la Commission des finances du Sénat, en application de l'article 58.2 de la loi organique du 1er août 2001. Les contours de cette enquête ont été précisés dans la lettre de cadrage que le Premier président vous a adressée le 20 avril 2022. Je vous remercie encore, Monsieur le Président, de l'organisation de cette audition dont je me réjouis. Je tiens tout d'abord à vous présenter l'équipe qui m'entoure. Donc à ma gauche, conseiller maître, président de section, Philippe Rousselot, qui est le nouveau président de section qui va suivre l'enseignement scolaire. À côté de lui, Jean-Christophe Poton, conseiller maître, qui était le contre-rapporteur de cette enquête. À ma droite, la cheville ouvrière de cette enquête, conseiller maître, Géraud Guibert, qui sera le plus à même de répondre aux nombreuses questions que vous aurez peut-être à nous poser, et Gwenaël Roudot, conseiller référendaire en service extraordinaire, qui est le nouveau responsable du secteur enseignement scolaire au sein de la 3e chambre. Voilà pour l'équipe qui m'entoure. Alors, l'enjeu de l'intégration de ces jeunes est en effet un enjeu majeur pour éviter qu'ils ne soient pénalisés par rapport aux enfants de la même génération. Ce sujet bénéficie aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'une actualité particulière compte tenu de la présence sur le territoire de nombreux jeunes réfugiés ukrainiens. L'enquête n'a pas eu pour objet de traiter l'ensemble des élèves ne parlant pas ou mal français à l'entrée en maternelle ou en cours de scolarité, mais bien de se concentrer, conformément à la définition reconnue sur le plan international et par le ministère de l'Éducation nationale, sur les élèves allophones nouvellement arrivés sur le territoire, EANA, comme nous disons habituellement, c'est-à-dire nouvellement arrivés en France et dont la langue maternelle n'est pas le français. Nous sommes bien conscients que le sujet aurait pu être beaucoup plus large s'il avait fallu appréhender tous les enfants qui rencontrent des difficultés de maîtrise de la langue française. Un jeune est considéré comme EANA
quand, en arrivant sur le territoire, il a des besoins éducatifs particuliers dans l'apprentissage du français, mis en évidence par un test de positionnement. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, dernier chiffre connu, 64 564 EANA ont été scolarisés en école élémentaire, en collège ou en lycée. Leur nombre a très probablement diminué jusqu'en mars 2022 du fait de la crise sanitaire, puis a augmenté depuis cette date compte tenu des enfants réfugiés ukrainiens scolarisés. 23% des EANA n'ont pas été scolarisés antérieurement ou très peu dans leur pays d'origine. L'obligation d'instruction s'applique désormais dans notre pays pour les jeunes de 3 à 16 ans et une obligation de formation existe de 16 à 18 ans, pouvant passer par un emploi, un stage ou un apprentissage. Elle est applicable pour ceux qui, quel que soit leur statut ou leur nationalité, sont présents en France. Elle s'applique donc naturellement aux EANA arrivant sur le territoire et dont la langue maternelle n'est pas le français. Cette question est particulièrement sensible outre-mer, en Guyane et à Mayotte, compte tenu de la démographie et des flux migratoires dans ces régions, dans un contexte d'existence de plusieurs langues maternelles autres que le français. Pour donner à ces élèves les mêmes chances de réussite que les autres, il est nécessaire de prévoir un soutien, en particulier linguistique, en tout cas dans une phase initiale. L'objectif est dans la logique de l'école inclusive. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la troisième chambre va travailler sur la problématique plus large de l'école inclusive. Donc nous aurons sans doute, si vous le voulez bien, échanger sur ce sujet de l'école inclusive. Donc cet objectif, dans cette logique de l'école inclusive, qui s'insère progressivement le plus rapidement possible dans un cursus ordinaire. Les EANA, tout en étant inscrits dans une classe ordinaire, effectuent ainsi le début de scolarité dans une unité spécifique, les unités pédagogiques pour élèves allophones nouvellement arrivés, UPE 2A, pour un maximum d'1 an ou de 2 ans, s'ils sont non scolarisés antérieurement. Ils en sortent de manière progressive, au fur et à mesure notamment de leur progrès en langue française. Le coût de ce dispositif spécifique est d'environ 180 millions d'euros, en supplément de celui d'un élève en classe ordinaire. L'enquête de la Cour, qui a comporté de nombreuses visites de terrain dans les rectorats et un parangonnage international en Allemagne et en Italie, a montré que le système en place avait des mérites, mais qu'il souffrait de plusieurs difficultés. En 2020-2021, 91% des EANA ont bénéficié d'un accompagnement linguistique, dont 62% en UPE 2A ordinaire, 8% en UPE 2A pour les non scolarisés antérieurement, 19% inclus en cursus ordinaire, avec un soutien linguistique et 2% soutenu par un autre dispositif. La baisse du nombre d'EANA pendant la crise sanitaire n'a pas entraîné de diminution du nombre d'UPE 2A dans cette même période, ce qui a contribué à une insertion rapide des réfugiés ukrainiens dans le dispositif. Le système parvient souvent à une bonne personnalisation du parcours lors de la première année, ce qui est indispensable compte tenu des profils très hétérogènes. Comme le montre la situation des élèves réfugiés ukrainiens, la problématique est par exemple très différente pour les EANA normalement scolarisés avant leur arrivée en France que pour ceux qui n'ont pas été scolarisés antérieurement. Il est de ce point de vue regrettable que les données statistiques sur leur nombre et les délais d'affectation soient produites de manière imparfaite et irrégulière. Une première difficulté réside dans l'adaptation de l'offre aux besoins. Jusqu'en 2020, les délais d'affectation dans une classe se sont allongés, notamment dans les zones les plus concernées par les flux migratoires. Le plus préoccupant est le nombre non marginal d'élèves non scolarisés dans le secondaire au bout d'un long délai. Au bout de 6 mois, 3,7% des EANA de collège et 6,8% de lycée ne sont pas scolarisés. Il existe une difficulté de mettre en place des dispositifs d'UPE2A en primaire dans les territoires ruraux à habitat dispersé. Après l'UPE2A, le soutien linguistique n'est plus effectué dans le primaire, si ce n'est dans le cadre du fonctionnement de la classe ordinaire. Ceci contraste
avec ce qui existe dans plusieurs autres pays où le soutien linguistique spécifique s'étend sur plusieurs années. Deuxième difficulté, la formation très insuffisante des enseignants. Une étude récente de l'OCDE, c'est une étude qui date de 2018, mais dans laquelle, on peut le regretter, l'Allemagne n'est pas inclue dans cette étude, donne des résultats très préoccupants. 8% des enseignants, je dis bien 8% des enseignants de notre pays se sentent bien préparés ou très bien préparés pour enseigner en milieu multiculturel ou plurilingue, contre 26% en moyenne dans l'ensemble de l'OCDE. Le nombre de jours de formation continue consacrés à ce sujet est en 2020-2021 de 0,26% du total dans le primaire et de 2,2% dans le secondaire, soit nettement inférieur à la proportion du nombre d'élèves allophones. Même si aucune donnée nationale n'existe en ce domaine, de nombreux enseignants en UPE2A ne disposent pas d'une certification d'une certification français langue seconde, le FLS. Plusieurs actions ont été entreprises pour l'accompagnement des enseignants. Les centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, le CASNAV, animent ces initiatives. Leur mise en réseau est cependant très largement perfectible. Troisième difficulté, les carences de l'évaluation. Le DELF, c'est-à-dire le diplôme d'études en langue française, valide des compétences en langue de communication orale et écrite. Les EANA peuvent le passer, cet examen est gratuit les 2 premières années de leur arrivée en France. Mais son passage est facultatif. Il ne constitue donc pas un indicateur systématique de l'avancée dans l'apprentissage de la langue. Ceci permettrait pourtant une objectivation de l'apport du dispositif, débouchant ensuite sur un soutien pédagogique plus précis. Il inciterait à construire des compétences de français dans différentes disciplines scolaires et donc à une prise en compte du FLS par d'autres enseignants que ceux de français. Comme dans les pays européens visités, les données d'évaluation sont très parcellaires et parfois anciennes. C'est d'autant plus dommageable que les difficultés initiales de ces jeunes peuvent s'expliquer en partie par le nombre d'élèves qui se retrouvent au bout de compte en situation d'échec du système scolaire. Il n'existe pas en particulier de suivi de cohorte. Et pourtant, c'est indispensable si on veut faire une étude approfondie. Il n'y a pas d'étude de suivi de cohorte des EANA à partir de la date de leur premier test de positionnement. La question des élèves allophones de plus de 16 ans et de moins de 6 ans mérite d'être posée. S'agissant des EANA de plus de 16 ans, l'écart important entre leur nombre et celui des mineurs non accompagnés pris en charge par les conseils départementaux laisse penser qu'une bonne partie de ces derniers ne bénéficient d'aucune formation. De nombreux facteurs extérieurs à l'éducation nationale expliquent cette situation, mais le dispositif du ministère peut y contribuer. Il souffre en effet d'un manque d'orientation nationale, la circulaire de 2012 étant très floue sur le sujet. Aucun texte n'a depuis précisé la politique à mener en la matière. Les rectorats sont amenés de ce fait à prendre des initiatives pour tenter de répondre aux besoins, mais sans vision systématique et cohérente. Les dispositifs sont récents, insuffisants et souvent peu inclusifs. Il n'y a aucun plafond du nombre maximal d'élèves dans les UPE2A dans les lycées. Ces structures sont le plus souvent insérées dans les lycées professionnels, ce qui pose le problème de l'inclusion. Certaines sont en réalité fermées, c'est-à-dire sans inclusion, en cours d'année ni cours commun, avec des classes ordinaires, à l'exception de l'EPS. Pour les EANA de moins de 6 ans, après ceux de plus de 16 ans, le ministère n'envisage pas, à notre connaissance, pour le moment de dispositif spécifique pour cette catégorie. Elle considère que l'entrée dans la langue de l'école est une problématique commune à tous les élèves de maternelle. Pourtant, la question mérite d'être posée compte tenu de ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays. Le rapport aborde enfin la mobilisation du ministère pour l'accueil des jeunes réfugiés ukrainiens.
17 677 jeunes élèves ukrainiens ont été accueillis au 24 mai 2022 dans les écoles, collèges, lycées français depuis le 24 février 2022. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de l'Allemagne, 100 000, et de l'Italie, 27 000. 57% des élèves ukrainiens sont scolarisés à l'école primaire, 33% au collège et 10% au lycée. Il a été établi dans certains rectorats une fast-track pour l'inscription. Le jeune peut s'inscrire dans un établissement scolaire le plus proche de son hébergement sans passer par les préfectures et avant même tout test linguistique. Le délai entre la première prise de contact et l'inscription en établissement scolaire a pu ainsi s'établir à 2 à 3 semaines. Le soutien linguistique est principalement passé par des enseignants itinérants rémunérés en heures supplémentaires. Il a été accepté que les élèves suivent des cours sur la plateforme du ministère ukrainien de l'Éducation, mais au sein de l'établissement scolaire et dans la mesure du possible en extrascolaire. Cela a pu nécessiter des adaptations ponctuelles d'emploi du temps. Au 12 mai 2022, 97 enseignants réfugiés ukrainiens sont recrutés ou en cours de recrutement. Ils sont majoritairement francophones et enseignants en Ukraine dans diverses disciplines. Les recommandations que nous faisons et que vous retrouverez au début du rapport répondent à ce diagnostic, notamment la fixation d'un objectif de délai maximal pour l'accès à l'éducation d'un EANA et l'entrée dans le dispositif. Donc il faut un délai maximal. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La mise en œuvre dans le primaire d'un soutien spécifique pour les EANA, au-delà de la première ou des 2 premières années de présence sur le territoire, alors ici, ça nous semble aller dans le bon sens. La généralisation de la certification français langue secondaire, FLS, pour les enseignants en UPE 2A, là encore, ou l'évaluation systématique du niveau en français des EANA à la sortie des UPE 2A. Voilà les principales recommandations que nous avons tenu à souligner dans le cadre de ce rapport, tout en étant conscients que ce rapport n'épuise pas le sujet beaucoup plus large des problématiques liées à la maîtrise et à l'apprentissage du français, que ce soit par des élèves français ou des élèves d'origine étrangère. Nous avons concentré, comme vous l'avez compris, notre rapport sur la problématique autour de la définition fixée par l'OCDE. Voilà, Monsieur le Président, dit de manière rapide les principales conclusions auxquelles nous avons pu aboutir, tout en étant conscients, je le redis et j'insiste là-dessus, que nous serons sans doute amenés à revenir sur le sujet. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre rapporteur spécial, Gérard Longuet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos invités de leur présence et surtout de leur engagement, de leur travail très approfondi sur ce sujet difficile que constitue l'évolution assez spectaculaire et peut-être différenciée de l'accueil des nouveaux élèves allophones ayant été scolarisés ou ne l'ayant pas été. Votre rapport, j'ai eu le privilège de le parcourir, le crayon à la main, est d'un véritable intérêt et va sans doute, c'est la vocation de la Cour des comptes d'ailleurs, susciter des réactions, Madame la directrice, du ministère de l'Éducation nationale, éclairer, j'en suis persuadé, les travaux de notre commission à la lueur de, à la lumière éclatante d'un professionnel de terrain, notre recteur de Créteil, qui a eu d'illustres prédécesseurs, je crois. Une fois qu'on a dit ça, pour les collègues qui ne sont peut-être pas très impliqués sur ce sujet, rappeler que quantitativement, c'est une affaire, en effet, importante et en évolution rapide. 65 000 hors ukrainiens, rajoutons en gros à la louche 20 000, ça fait 85 000 élèves allophones qui sont nouveaux arrivants. C'est un véritable défi quantitatif.
à l'intérieur de ce défi quantitatif, la répartition, et votre rapport permet de la maîtriser, par rectorat, est très parlante sur la situation extrêmement contrastée de l'accueil des élèves allophones. Il est évident que les situations de Mayotte et de Guyane sont des situations très, très différentes de la situation des rectorats métropolitains. Nous arrivons à des chiffres qui sont de l'ordre de 2% de nouveaux arrivants, ce qui est quand même important quand on sait que la moyenne métropolitaine est plutôt inférieure à 0,5%. On a donc un taux qui est du quadruple, ce qui pose évidemment un problème. Ce qui est intéressant pour quelqu'un qui aime l'aménagement du territoire, c'est que les différences par rectorat en France métropolitaine sont également significatives et sont, je pense qu'envie de dire, inversement proportionnelles au dynamisme démographique des régions. C'est-à-dire que les régions qui sont démographiquement les plus dynamiques, l'Ouest français en particulier, sont également celles qui sont les moins concernés par l'accueil d'élèves nouveaux arrivants allophones. C'est donc un questionnement qui est intéressant. Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de cohorte, Monsieur le Président. Vous avez 1000 fois raison pour mieux connaître notre sujet, savoir pourquoi telle ou telle région est bénéficiaire de nouveaux arrivants en proportion significativement supérieure à telle ou telle autre région. Et l'explication qui vient à l'esprit, mais je vous pose la question, je la pose tant à l'Éducation nationale qu'à la Cour des comptes, n'y a-t-il pas tout simplement un phénomène de capillarité, c'est-à-dire que l'on va là où on a des parents et on a donc un effet cumulatif. Ce qui a un immense avantage pour le travail prévisionnel, c'est qu'on peut partir du principe que les besoins seront d'autant plus forts que nous avons déjà une présence d'élèves allophones nouveaux arrivants et que par conséquent, la tendance sera sans doute de renforcer cette répartition, ce qui permettrait, je parle avec conditionnel et je vous pose la question, d'avoir une vision plus prospective. Ce qui apparaît très clairement dans votre intervention, Monsieur le Président, c'est que vous trouvez que, d'abord, la circulaire de 2012, comme son nom l'indique, elle a 14 ans, oui, c'est ça, et 13, n'exagérons pas, et elle aurait besoin d'être actualisée. Et d'être actualisée sur des questions qui sont liées d'abord et avant tout à la connaissance statistique et au suivi des élèves. La connaissance statistique, je viens de l'évoquer, c'est savoir où sont-ils et comment vont-ils évoluer. La connaissance statistique, c'est également le suivi de cohorte, c'est-à-dire on sait quel est en gros le niveau de départ, on ne sait pas quelle est la situation au bout d'un an. Ce qui est évidemment, ça pose problème. Alors on peut dire, la vision positive, c'est de dire, bon, bah, en un an, ils ont rattrapé au moins minimum 9 heures par semaine dans le primaire, on va, je crois, un peu plus 12 heures pour le secondaire, et les décalages les décalages sont limités à 2 ans, je crois, par rapport à l'âge moyen du niveau scolaire. C'est une situation qui mériterait d'être mieux suivie. Alors nous avons les CASNAV. Il y a beaucoup d'acronymes qui sont nouveaux. Alors les CASNAV, en fait c'est la navigation du rectorat dans ce secteur-là. Et nous avons des moyens qui sont en effet différenciés par rectorat. On peut le comprendre, puisque la pression démographique n'est pas la même dans chaque rectorat. On peut cependant penser que dans les rectorats où la pression, où la demande est très forte, il y aurait un vrai besoin de suivi sur les arrivées et sur les performances des différents établissements.
Vous avez évoqué des sujets plus ponctuels, les moins de 6 ans, avec l'obligation de scolarisation à partir de 3 ans, la maternelle. Tous les parents, et je suis persuadé qu'il y en a quelques-uns dans notre commission, savent que l'apprentissage des langues étrangères est beaucoup plus aisé pour avoir présidé une région bilingue, de moins en moins hélas, mais une région bilingue. L'expérience prouve que les jeunes enfants ont plus de facilité à acquérir un langage qui n'est pas le leur, et ils ont une facilité assez surprenante à s'adresser dans le bon langage au bon interlocuteur. Il suffit bon, peut-être l'éducation nationale confirmera-t-elle ou infirmera-t-elle cela. Donc je ne suis pas catastrophé, mais ça mériterait d'être mieux suivi par les moins de 6 ans. Les plus de 16 ans, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il peut y avoir de vrais sentiments de déclassement. Nous maîtrisons évidemment tous parfaitement des langues étrangères, enfin pas suffisamment parfaitement à l'épreuve des faits. Et rien n'est plus frustrant dans une négociation internationale, Monsieur le Président, que de se sentir mutilé pour ne pas être en mesure d'exprimer toutes les nuances de sa pensée dans une langue qui n'est pas la vôtre. Je pense que ce sentiment, les plus de 16 ans doivent le mesurer et avoir donc des réactions plus compliquées, plus difficiles à suivre. Sur les mineurs non accompagnés, vous avez ouvert, pardonnez-moi, la boîte de Pandore, parce qu'ici, vous avez beaucoup d'élus qui ont des responsabilités départementales et qui ont l'intime conviction que le statut de mineur non accompagné est un statut administratif d'attente et ne correspond, heureusement, j'ai presque envie de dire, dans l'immense majorité des cas, ne correspond pas à une réalité de mineur. Mais j'ouvre une parenthèse, peut-être des collègues me confirmeront ou me démentiront. Lorsque nous avons des mineurs qui peuvent accéder par exemple à des formations professionnelles par l'apprentissage, ça se passe plutôt très bien. Ça se passe plutôt très bien. Il faut une motivation, il faut un objectif précis. C'est pas forcément. Vous avez évoqué le rôle des lycées professionnels. C'est pas forcément mauvais parce que ça me permet une perspective d'insertion plus rapide et bien identifiée. La question que je voudrais en fait poser, c'est au ministère, à travers les interrogations que le président nous a formulées, c'est peut-on, d'une façon significative, améliorer le suivi statistique alors qu'il n'y a au fond pas d'autre obligation que le volontariat et qu'il n'y a pas nécessairement de réseau pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas mineurs non accompagnés. Ils sont pris en charge par des familles qui jouent ou qui ne jouent pas le jeu, qui s'en occupent ou qui s'en occupent pas. Nous avons ensuite deuxième question, la grande différence d'encadrement par rectorat. Alors, est-ce une différence issue de l'expression des besoins, ce qui serait évidemment légitime, ou est-ce une différence par les hasards de la vie, de la rencontre entre des enseignants volontaires, puisque le volontariat joue un rôle? Sur la formation professionnelle, ici à la Commission des finances, en ce qui concerne l'éducation nationale, nous avons souligné à maintes reprises la faiblesse de la formation permanente, toutes catégories confondues, avec ces débats lancinants sur quel temps la formation permanente doit-elle être s'impliquer, pas s'impliquer, être imputé, voilà, le terme exact c'est imputé. Et là, sur ce certificat, il est évident que gérer des jeunes, des enfants qui n'ont pas eu de formation scolaire ou qui ont eu une formation scolaire dans une culture très différente de la nôtre, je pense au problème de l'écriture tout simplement, c'est un sujet difficile et on aimerait en effet qu'il y ait plus de volontariat et plus de certification, de certification correspondant à de vraies formations.
Voilà quelles sont les premières réflexions. Je pense que ce sujet va susciter un vif intérêt chez nos collègues. Qui prennent la parole maintenant, Monsieur le Président? C'est Madame la chef de service qui va prendre la parole, bien, tout d'abord, puis Monsieur le recteur. Très bien, mais vous présidez et j'obéis, moi. Pas contrariant. Merci, Monsieur le rapporteur spécial. Madame. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, alors tout d'abord, je participais à cette audience sur l'accompagnement, le suivi des élèves allophones nouvellement arrivés. C'est d'abord un sujet qui nous tient à cœur côté Direction générale de l'enseignement scolaire. Et je vais commencer par dire que nous partageons un certain nombre de constats qui ont été portés par la Cour, avec laquelle nous avons échangé longuement et de façon multiple au cours de l'année 2022, même si sur les propositions, nous pouvons avoir des nuances, mais sans surprise. Je voudrais reprendre un certain nombre de points qui ont été précisés, à la fois sur une accélération et une évolution des regards qui peuvent être portés sur ces élèves allophones depuis quelques années, à la fois avec ce qui a été mis en œuvre depuis l'année dernière avec l'arrivée des élèves d'origine ukrainienne et au-delà, la façon dont les vagues successives d'arrivée nous ont montré qu'il y avait une très forte hétérogénéité dans le parcours des jeunes qui arrivaient sur notre territoire, leurs besoins, et qui confortait l'idée que accompagner des élèves allophones, c'est à la fois une obligation institutionnelle, mais ça demande aussi un accompagnement quasi individuel, compte tenu de la grande diversité des besoins qui existent. Je voudrais aussi redire que, comme vous l'avez souligné les uns et les autres, le contexte a très sensiblement évolué, notamment depuis 2019, avec d'une part l'obligation d'instruction à 3 ans qui change sensiblement la donne par rapport à ce qui pouvait exister, notamment avec la fameuse circulaire de 2012 qui du coup paraît presque archaïque, et je reviendrai sur ce contexte-là, compte tenu de cette évolution. Et la deuxième évolution liée à la loi pour une école de la confiance de 2019, c'est la mise en place de l'obligation de formation qui a été rappelée par Monsieur le Président il y a quelques minutes, qui du coup donne une possibilité pour les 16-18 d'une obligation d'accompagnement particulière, différente de ce que l'on a dans le cadre de l'instruction, mais qui permet du coup collectivement, et pas que par l'éducation nationale, un suivi des jeunes les plus âgés vers une capacité d'insertion globale, professionnelle, sociale, au cœur de notre pays. Donc l'ensemble de ces éléments amène clairement à ce que l'on se réinterroge aujourd'hui sur ce qui peut être proposé. Ça a été souligné par un certain nombre d'éléments sur lesquels je pourrais revenir. Et tout d'abord sur le fait que, au niveau national, la question du pilotage du réseau des CASNAV est un élément qui s'est montré comme étant particulièrement sensible au printemps 2022. L'arrivée des jeunes Ukrainiens, la nécessité impérieuse de trouver dans des temps très courts des modalités d'accueil et une organisation, y compris avec une territorialisation qui était très différente de ce que l'on avait jusque-là au niveau des élèves allophones, avec des territoires, je pense notamment au sud de la France et à l'Académie de Nice, qui ont été particulièrement sollicités, ce qui n'est pas le cas habituellement, nous a amené à renforcer le pilotage national du réseau des CASNAV, qui est du coup sollicité par la Direction générale de l'enseignement scolaire beaucoup plus régulièrement. Alors pourquoi je rentre par ce pilotage national? C'est aussi parce que c'est une façon de sensibiliser l'ensemble des académies sur la nécessité d'avoir un suivi et d'avoir des indicateurs partagés entre académies et au niveau national, notamment d'un point de vue statistique. Vous soulignez la difficulté d'avoir des éléments statistiques partagés, peut-être parce que historiquement, accompagner les élèves allophones, c'était localement avec des indicateurs spécifiques
qui n'étaient pas nécessairement toujours consolidés au même temps et avec les mêmes critères pour pouvoir les regrouper au niveau national, ce qui d'ailleurs est souligné par l'ADEP, le service national statistique du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc cet élément-là est un élément important, c'est travailler sur le pilotage de l'accompagnement au niveau national et se donner les moyens au niveau national et au niveau territorial d'avoir des indicateurs qui nous permettent d'identifier les évolutions de ce cadre-là. Et ça nous amène du coup à interroger à la fois la façon dont on va accompagner ce que je vais appeler le cadre classique historique, les 6-16 ans, mais aussi de regarder comment on accompagne les moins de 6 ans et les plus de 16 ans dans le cadre au moins de l'obligation de formation. Donc ce contexte-là est un élément qui du coup transforme à la fois le regard du pilotage national, nous amène à réinterroger la circulaire de 2012 sur laquelle on est en train de travailler parce qu'effectivement il y a un caractère obsolescent compte tenu du nouveau contexte législatif dont je viens de parler. Et puis ça nous oblige aussi à nous réinterroger, y compris en lien avec les élèves à besoins éducatifs particuliers et l'école inclusive, sur la façon dont on accueille des élèves ayant des besoins particuliers, en l'occurrence des besoins liés au français en langue scolaire et en langue seconde, avec des petites nuances entre les deux, et la façon dont on désétaye cet accompagnement, puisque l'objectif de cet accompagnement initial renforcé, c'est aussi de rendre ces jeunes, de leur donner une autonomie dans la suite de leur parcours, et donc avec un équilibre, mais je ne doute pas que Créteil pourra donner des exemples plus précis. Donc je vais peut-être passer à des choses peut-être plus élémentaires, Monsieur le Président, à moins que vous souhaitiez que je le fasse dans le cadre de la réponse aux différentes questions que vous pourriez poser. Il y aura certainement des réponses aux questions, mais je vous donne encore 5 minutes, madame, si vous voulez prendre quelques questions un peu générales. Alors, toujours sur ces propos, généraux, donc je voudrais revenir sur cette question des moins de 6 ans parce qu'elle est assez sensible. Et dans le cadre du plan maternel qui est lancé par le ministre Pape Ndiaye, je voudrais rappeler que pour tous les enfants de 3 à 6 ans, l'école maternelle, c'est l'école aussi du langage et de l'apprentissage du langage. Et monsieur le rapporteur spécial, vous l'avez souligné, c'est un moment où, pour tous les enfants qui sont sur le territoire, l'apprentissage de la langue, sa maîtrise dans le cadre de l'école, qui est une adaptation à un contexte particulier, permet de faire progresser avec des outils au sein de la classe ces élèves allophones arrivant sur notre territoire. Ce qui veut dire aussi que dans le cadre de la formation des professeurs des écoles qui interviennent en maternelle, la partie de la formation à l'apprentissage de la langue, avec toute la variété d'origine des élèves qui sont accueillis dans les classes, ça fait partie des efforts de formation continue, notamment dans le cadre des constellations du plan français, qui permet d'avoir le développement professionnel continu des professeurs des écoles, avec, je vous le rappelle, l'obligation d'avoir 30 heures de formation sur le français au minimum, une fois tous les 6 ans, sachant qu'il y a aussi des formations en français sur les autres périodes entre ces grandes phases de formation en français pour ces professeurs des écoles. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel nous travaillons. Le deuxième élément, c'est le fait que, y compris compte tenu de l'expérience que nous avons observée avec l'arrivée des Ukrainiens en mars 2022, la question de l'adaptation des dispositifs est aussi à interroger, notamment la question des dispositifs et de la nécessité d'avoir une grande fluidité. Vous parliez tout à l'heure des dispositifs qui étaient fermés ou des dispositifs ouverts. Je rappelle que les UPE2A sont des unités normalement dans lesquelles un élève n'est pas inscrit en UPE2A, sauf s'il n'a jamais été ou s'il n'a que peu été scolarisé auparavant,
mais c'est un dispositif qui est un sas d'aller-retour entre une classe ordinaire, où on est dans une classe avec d'autres jeunes élèves, collégiens, lycéens de son niveau scolaire, mais c'est un refuge pour avoir un apprentissage particulier sur la langue française. Et donc, normalement, on n'est pas à 100% dans ces unités, on est bien inscrit dans une classe ordinaire et on bénéficie d'heures spécifiques. Donc, cette question d'avoir des unités, y compris avec des unités que je vais qualifier sans mur et en réseau, qui permettent dans des territoires peu denses d'offrir malgré tout un accompagnement adapté, ça fait partie des expériences qui ont été menées pour l'accueil des Ukrainiens et qui sont sans doute à renforcer, à la fois en s'appuyant sur des personnels qui ont particulièrement été formés à l'apprentissage du français en langue scolaire, mais aussi en sortant des dispositifs qui, du coup, peuvent être réducteurs en termes de capacité d'accompagnement. Et ça va me permettre de finir ce propos introductif par la formation des professeurs. Nous travaillons aussi sur le repérage des professeurs qui ont une formation sans forcément avoir une certification en français langue scolaire, y compris pour valoriser ce parcours et ces compétences-là dans le cadre de la VAE, pour qu'ils acquièrent une certification qui leur permette du coup d'être identifiables par leur académie et par les services qui mettent en place de l'accompagnement pour les élèves allophones, et surtout de bien différencier la façon dont on se forme et le fait que des compétences qui ont été acquises par la pratique de l'accueil en classe ordinaire d'élèves allophones, ces compétences doivent pouvoir être valorisées et validées dans le cadre des acquis de l'expérience, j'allais dire comme tous les professionnels sur le territoire, dans le cadre d'une certification dédiée pour la spécialisation et valorisée au sein des CASNAV quand les besoins se ressentent. Merci, merci madame. Monsieur le recteur, vous avez la parole pour nous donner votre expérience de terrain. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, j'ai été très intéressé par le rapport de la Cour des comptes et nous avions eu des échanges naturellement et la réflexion a été très riche. Je suis accompagné de Monsieur Daniel Guillaume, qui est le responsable du CASNAV. Et le CASNAV, dans l'Académie Créteil, c'est une véritable industrie, puisque, Daniel, c'est combien d'élèves le CASNAV? Là, on est à 6000, 6500 à peu près pour l'Académie de Créteil. Alors, moi, je voudrais rebondir sur 8 points, en totale complémentarité avec ce qu'a dit Rachel Barry-Pradeil-Duval, mais en vous livrant quelques réflexions d'observation de terrain, puisque si j'ai bien compris, c'est le sens de ma présence ici. Alors, le premier point est plus on commence jeune l'apprentissage du français, et plus c'est facile. Plus c'est facile. C'est pour ça que, pour ma part, je ne suis pas persuadé qu'en dessous de 6 ans, il soit vraiment nécessaire d'avoir des structures dédiées. Moi, ce que je vois dans les écoles de l'Académie de Créteil, dans les écoles maternelles, c'est que le bain de langage, le travail du maître systématiquement sur le vocabulaire, sur la compréhension, la lecture des contes répétés, tout ça fait que nous avons des enfants qui progressent très très vite et puis qui progressent d'autant plus vite que le jeu avec les autres est un moment d'échange de langage. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que toute la question commence quand on sort de l'UPE2A. C'est-à-dire que nos élèves sont bien quand ils sont dans l'UPE2A. Ils ont un étayage en français, ils sont inclus de manière variable à l'intérieur des classes, et peut-être qu'on pourra revenir sur le mot variable. Là où ça se complique, c'est sur ce qui se passe quand ils sortent, et en particulier en collège. Ils ont fait 2 ans, ils se retrouvent en 4e ou en 3e, et la question, c'est qu'ils n'ont pas forcément complètement le niveau en langue écrite de leurs camarades. Mais à partir de là,
la question qui se pose, c'est comment nos professeurs prennent-ils en compte cette différence chez nos élèves? Certains la prennent en compte, d'autres la prennent moins en compte. Ce qui fait qu'on peut avoir des élèves de très bonne volonté, mais qui, évalués uniquement sur de l'écrit et sans regard particulier, eh bien, se retrouvent avec des notes très faibles, ce qui d'ailleurs, en termes de motivation d'eux-mêmes, de perception de ce qu'ils sont, etc., va avoir une conséquence. Et comme l'affectation au lycée, en particulier au lycée professionnel, est contingentée, c'est-à-dire qu'elle repose sur les notes, eh bien, on peut avoir là une double peine, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas tout à fait le niveau des autres, qui pour autant, s'ils étaient dans leur langue d'origine, pourraient très très bien réussir au lycée professionnel, mais qui vont se retrouver dans un autre lycée que celui demandé et dans d'autres filières que celles demandées. Et là, il y a peut-être effectivement une entrée à avoir. Le troisième point, c'est sur les 16-18 ans. Sur les 16-18 ans, on est confronté à l'urgence, avec des jeunes qui ont besoin de s'insérer rapidement dans la vie et puis d'avoir un métier. Et donc là, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois leur apprendre le français courant, mais aussi leur apprendre un français de spécialité professionnelle. Dans le domaine, par exemple, du bâtiment ou de la restauration, il y a des vrais besoins. Je pense que là-dessus, il y a un sujet qu'on n'a pas encore forcément complètement travaillé, mais on a des marges de progrès, c'est l'apprentissage pour ces jeunes-là, hein, en lien avec les entreprises. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est que l'Académie Créteil n'est pas une académie uniforme. J'ai 2 départements hyper urbains avec un établissement scolaire tous les 400 mètres et un département qui fait à lui seul la moitié de l'Île-de-France, la Seine-et-Marne. Donc le traitement des élèves allophones, eh bien, ce n'est pas le même. C'est-à-dire que nous avons en Seine-et-Marne des élèves allophones isolés pour lesquels finalement l'accompagnement ne peut pas se faire dans les UPE2A à moins de prendre des transports très longs, etc. Donc là, on est sur de l'accompagnement à partir d'heures supplémentaires données aux enseignants. Peut-être que c'est une mission à avoir dans le cadre de la nouvelle rémunération des enseignants qui va s'appeler le pacte. Le 5e point que je voulais soulever, c'est celui de la difficulté de l'adéquation des besoins et des dispositifs, en particulier en collège. Autant dans le premier degré, si on a un afflux soudain d'élèves allophones, à la limite, eh bien, on peut distraire un titulaire de brigade, enfin un brigadier remplaçant, pour le mettre sur une UPE2A qu'on crée du jour au lendemain. Ça, c'est pas forcément difficile. En collège, c'est beaucoup plus compliqué, parce que finalement, nos structures, eh bien, elles sont fixées pour la rentrée au 1er septembre. Et donc, on ne sait jamais d'une année sur l'autre ce qui va se passer, et en particulier s'il y aura une adéquation géographique entre l'arrivée d'allophones et puis l'endroit où sont nos UPE2A. Et parfois, on a l'impression que c'est un peu compliqué à gérer. Le 6e point que je voulais souligner, c'est à quel point le dossier ukrainien était particulier et dérogatoire, en fait. Puisque je me suis retrouvé dans des centres d'accueil à faire la promotion de l'école et avec des inscriptions qu'on a faites en 3 jours, pour certains, et en 15 jours pour d'autres. Hein. Ça a été extrêmement rapide. Mais avec des élèves également un peu particuliers, puisque les élèves ukrainiens, eh bien, ils maîtrisaient totalement les codes de l'école. Hein, totalement. Et à côté de ça, avec un besoin exprimé par leurs autorités qui était particulier, c'est apprendre le français, c'est bien, mais à condition d'avoir une continuité pédagogique avec l'Ukraine qui permette de travailler sur les programmes ukrainiens. Ça a été un moment un peu particulier. Le 7e point que je voulais souligner, c'est celui de la formation, avec 2 types d'approches. C'est-à-dire que tous nos enseignants ont besoin d'avoir une sensibilisation aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Et ça se fait à travers les ISP dans le cadre d'un module d'environ 25 heures. Voilà. À côté de ça, la maîtrise du français de langue seconde, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Hein. C'est pas simple, hein. C'est vraiment une spécialisation. Et je dirige une académie dans laquelle
eh bien, j'ai un pourcentage d'enseignants qui chaque année veut partir et aller vers d'autres académies d'où ils sont originaires en général. La question qui se pose, c'est celle de leur investissement. Certains se disent, mais je vais faire une formation en seconde, mais je vais partir dans les 3 ans. À quoi ça sert, puisque je ne retrouverai pas, en fait, des classes équivalentes. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, et je vous ai bien entendu, Monsieur le Président, ça serait souhaitable d'avoir effectivement un délai entre le moment où un parent manifeste son intention que son enfant aille à l'école de la République et puis le moment d'affectation. Dans la réalité, on voit que toutes les circonstances que j'ai développées font que c'est extrêmement difficile d'avoir une sorte de délai contractuel qui nous imposerait de scolariser à partir d'un moment. Ou alors, à ce moment-là, on dit on scolarise et puis on n'a pas de dispositif d'accompagnement, ce qui pourrait être de nature totalement contre-productif. Voilà les 8 points que je voulais souligner, mais je crois que Daniel Guillaume en a 3 de son côté. Bien, si vous le permettez, en effet. Donc ça serait concernant le moment de la scolarisation, le suivi, et puis un point particulier sur les plus de 16 ans. Concernant cette difficulté à scolariser, on doit distinguer le premier et le second degré. Dans le premier degré, la famille va à la mairie, ensuite l'enfant est scolarisé dans l'école de proximité et est évalué ensuite. Et donc il n'y a pas de délai. Dans le second degré, on commence par le rendez-vous d'évaluation. Et c'est là que les délais s'instaurent. Alors, quelles évolutions sont possibles à cet égard ? C'est en effet assez complexe. On a vu avec les élèves ukrainiens qui étaient bien scolarisés antérieurement, mais qui ont une langue éloignée de la nôtre, ce qui est quand même une difficulté, que l'accueil dans les classes ordinaires a eu lieu. Donc, bon, là, il y a une difficulté. Un point que je veux mentionner, que je n'ai pas vu apparaître, mais sans doute tout ne peut pas y figurer dans le rapport de la Cour des comptes, et ça concerne pour le coup également le premier degré, c'est le cas des enfants qui vivent dans des bidonvilles, et dont beaucoup sont allophones. Et là, leur repérage et tout le travail de rapprochement et de raccommodation avec l'école est un enjeu sérieux. À Créteil, on les évalue environ à 2000. Ce n'est pas négligeable. Très peu d'entre eux sont scolarisés. Donc là, c'est un chantier qui, je crois, ne doit pas être négligé. Le second point concernant le suivi de ces élèves. En dépit de la circulaire de 2012 qui prône l'inclusion, on a de fait un système qui est concentré sur la première année ou les 2 premières années de scolarisation, avec des difficultés d'inclusion sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Or, il y a un consensus scientifique sur le fait que la langue de communication peut s'acquérir en gros dans les 6 mois. La langue de scolarisation, celle qui est difficile d'accès, y compris pour certains de nos élèves francophones, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 ans. Donc concentrer tous les moyens sur 1 à 2 ans, c'est une démarche qui pose question. Et donc je pense que nous avons à réfléchir sur un suivi plus longitudinal, pédagogiquement, dans des UPE2A et également dans les classes ordinaires, alors avec ces questions de formation qu'on a commencé à ouvrir, et où, pour le coup, la situation des Ukrainiens a été un moment intéressant, puisque des enseignants de classe ordinaire ont découvert que des élèves allophones avaient des aptitudes scolaires, ce qu'ils ne réalisent pas toujours en raison de l'obstacle linguistique. Mais ça réclame une analyse et un travail particulier. Le troisième point sur lequel je me permettrai d'apporter quelques précisions, c'est en effet la question des plus de 16 ans. Il me semble avoir lu dans le rapport à un moment donné le fait que la majorité des EANA de plus de 16 ans seraient des mineurs non accompagnés. Je pense que c'est inexact, en tout cas à la lumière de ce que nous voyons. Il y a beaucoup d'élèves de profil parfaitement scolaire qui intègrent des UPE2A lycées et qui réussissent d'excellentes études. Et on est en train de le voir aussi avec nos élèves ukrainiens, où là, la question qui se pose, en effet, c'est celle du plus bref délai dont ils disposent, notamment pour passer le baccalauréat, avec l'épreuve anticipée de français en première, qui les met en difficulté. Mais par exemple, pour les élèves ukrainiens, on réfléchit à des modes d'accès à l'enseignement supérieur qui n'impliquent pas nécessairement
de passer par le baccalauréat français. Je pense que c'est une réflexion intéressante. Concernant soit les mineurs non accompagnés, soit les élèves, en effet, qui n'ont pas un profil scolaire ou qui ont une faible scolarisation, je rejoins tout à fait le recteur de Créteil sur le fait que les conduire vers l'apprentissage est quelque chose d'important et d'intéressant. C'est quelque chose que nous sommes en train de construire, avec l'appui de moyens européens en particulier. Et là, je me permets de mentionner au passage que le recours extrêmement complexe, pour ne pas dire sophistiqué, aux moyens européens que nous avons dû mettre en œuvre était lié à la limitation des moyens dont on disposait pour les accompagner dans l'enseignement secondaire, pour ceux pour lesquels c'était pertinent, notamment du côté professionnel. Et ça pose ensuite d'autres questions. Alors celle, vous le mentionniez, de la question de l'évaluation de leur âge, et puis aussi une possible clarification, disons, des conditions de régularisation, qui se pose à tous. Et à ce moment-là, la problématique des 16-18 ans se prolonge par celle des jeunes majeurs et de l'accompagnement qui peut leur être proposé. Voilà, merci. Merci, Monsieur Guillaume. De toute évidence, l'éducation, dès qu'on rentre dans un dossier éducation nationale, on rentre dans un monde compliqué, ou en tout cas compliqué pour ceux qui ne le connaissent pas. Et juste une audition ne permet pas, nous ne sommes pas tous au niveau de Gérard Longuet sur la question éducation nationale, si je puis dire. Et donc c'est sans doute très difficile d'intervenir dans ce débat. Et je pense qu'on a réuni des personnes qui donne des points de vue, le point de vue de l'administration et le point de vue du terrain. Alors c'est sûr que pour nous, le terrain, ça nous aide, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien les complexités et les questions locales qu'il faut résoudre. Et ça nous aide un peu à mieux comprendre l'ensemble du sujet. Monsieur le rapporteur général. Donc je suis le premier cobaye, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais me jeter à l'eau. Je veux d'abord remercier à la fois la Cour, le ministère, dans ses différents niveaux de responsabilité, centrale et sur le travail qui est fait par le rectorat. Moi, j'aurais quelques questions, ou interrogations, on va dire plutôt de portée générale et rapide. Je m'interroge donc sur cette espèce de double difficulté qui touche les enfants de moins de 6 ans et de plus de 16 ans. Autant je pense que jusqu'à l'entrée dans l'école maternelle, ça relève plutôt des familles, avec parfois des difficultés, vous l'avez dit, quand des enfants sont dans des bidonvilles, mais pour tout vous dire, je vais donner un regard de terrain, quand on a des enfants qui ne sont pas scolarisés, parfois chez des gens du voyage, c'est extrêmement complexe, et pour moi, ça obéit à la même logique, et je pense que l'État n'est pas assez fort pour contraindre à la scolarisation, parce que je continue de penser que la scolarisation est le premier facteur et vecteur d'intégration pour les enfants d'abord, mais aussi pour leur famille. Le deuxième sujet, c'est les plus de 16 ans, parce qu'en fait, on voit qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'est pas tout à fait normal que l'État soit dans une zone plus floue, dans ce qui concerne ses responsabilités, d'autant que ça concerne, et dans les deux cas, d'ailleurs les moins de 6 ans, entre 3 et 6 ans, et les plus de 16 ans avant la majorité, ça concerne d'abord l'État sur l'éducation, mais également il y a un jeu avec les collectivités territoriales. On peut penser essentiellement, là, je dirais, aux régions pour les plus de 16 ans et aux communes. Et puis, dernière interrogation de portée générale, c'est lorsque vous soulignez le problème de la formation insuffisante, en tous les cas, quand on est en dessous de 10%, c'est-à-dire, on voit bien que là, il y a un gros problème. Alors, il est peut-être aussi lié à la difficulté d'appréhender les effectifs selon les régions. Donc, on nous a dit à un moment que l'éducation nationale était un mammouth, donc je peux comprendre qu'il soit parfois plus difficile de réagir très rapidement, mais il y a sur ce sujet, je pense, une vraie difficulté qui,
je voudrais savoir peut-être dans votre répartition, de quelle manière est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a une tendance un peu lourde à privilégier pour favoriser l'intégration. Vous avez bien expliqué au début de votre propos la difficulté lorsqu'on est dans des zones d'habitat peu denses. On imagine bien, hein, si vous avez une famille par-ci, par-là, d'abord, ils sont très isolés. Est-ce que ça peut être un avantage si autour, il y a une communauté d'habitants et que l'enseignant, même s'il y a peu d'enfants, est-ce que c'est facilitateur? J'ai quelques doutes, mais voilà, je pose des questions. Est-ce qu'on observe, à l'aune de ce qu'on voit en France ou dans des pays voisins, comment dirais-je, plutôt une priorité sur la manière d'organiser l'accueil de ces enfants, puisque je le redis, je pense que l'essentiel est qu'ils réussissent dans la vie. Moi, je me souviens très bien avoir eu il y a quelques années, dans l'école publique dans laquelle étaient mes enfants maternels, enfin en primaire, en élémentaire, un enfant qui venait de mémoire de Syrie en tant que réfugié, qui arrivait, qui ne parlait pas un mot de français, qui à la fin de l'année a terminé premier de la classe. Donc, c'est pas très ancien tout ça. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, j'ai une satisfaction, je dois vous le dire, c'est que j'ai l'impression que mes collègues sont un peu comme moi. C'est-à-dire ont peut-être du mal à rentrer dans ce débat. J'ai deux demandes de prise de parole, ce qui est relativement faible, et bien sûr, le rapporteur spécial. Moi, je n'ai quand même eu une remarque en vous écoutant, c'est que derrière ce très beau mot d'allophone, j'ai fait du grec, je me régale, bon, mais en fait, ça recoupe des choses très différentes. Et que même mettre dans le même sujet, finalement, l'Ukraine et les allophones de manière générale, c'est pas forcément très judicieux. Parce que, effectivement, ce que j'ai bien compris, me semble-t-il, c'est que la relation à l'enseignement dans le pays d'origine est une question fondamentale. Et qu'en fonction de cela, évidemment, l'approche et la façon de traiter les sujets est plus ou moins facile. Voilà. Vous me direz si j'ai bien compris, mais c'est à peu près ce que j'ai imaginé. Alors, je vais laisser le rapporteur spécial, je vais lui demander peut-être d'attendre les 2-3 questions et de plutôt venir à la suite. Si, bon, mais non, pas en voiture balai, mais non. Un esprit de synthèse, monsieur le ministre. Jérôme Bacher. Merci, Monsieur le Président. Première question, c'est est-ce qu'il y a une différence de traitement des élèves allophones suivant l'enseignement public et l'enseignement privé? J'ai pu le constater très humblement sur l'affaire ukrainienne, où on a vu une capacité ici ou là, plus ou moins grande, à accueillir, à bien accueillir. Pas uniquement à dire, bon, bah oui, vous êtes des réfugiés. C'est bien de cela dont il s'agit. Et donc, bon, ben, vous êtes malheureux. Non, c'est vraiment de les prendre en charge et de faire en sorte que les uns ou les autres progressent. Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le traitement des allophones? Est-ce que parfois, dans le mot allophone, on ne met pas, évidemment, beaucoup de catégories? Il y a la catégorie très aisée, je veux dire, les voyageurs internationaux. Et puis ceux qui sont plutôt dans une difficulté, une immigration plus difficile, il faut le dire, il faut dire les choses assez clairement pour pouvoir bien traiter l'affaire. Sur cette immigration plus difficile, il y a le sujet aussi de l'intégration en dehors de l'école, parce qu'évidemment, comme bien souvent, est-ce que l'école ne parle pas qu'à l'école? Et le principe d'intégration et de langage, moi je le vois sur les l'UPE2A que je suis dans le collège, dans l'un des collèges dans lequel je siège au conseil d'administration. C'est un sujet particulièrement important, on y est tous très attentifs, mais on voit bien aussi la difficulté sur ces élèves qui souvent ne sont pas stables au sens de la résidence. Et on a ce sujet d'intégration aussi, parce qu'on fait un peu comme si les élèves, un peu comme partout, on arrive, on rentre en 6e, et puis on arrive jusqu'en 3e, et puis on va au lycée de quartier, etc. Or, ils arrivent parfois dans un CADA, dans un ODA, dans lequel l'intégration est déjà compliquée pour les parents, sans compter évidemment, et vous le savez tous, pour ceux qui traitent de la demande d'asile, ont un récit
et donc un parcours de demande d'asile qui est parfois compliqué, très difficile humainement. Est-ce que ça, c'est suffisamment pris en compte, le fait que ces élèves sont dans un CADA et puis vont être placés dans une ville différente 3 mois après, donc pas une année scolaire. Est-ce que vous prenez assez en compte le fait que l'année scolaire n'est pas forcément le rythme d'un certain nombre d'élèves allophones? Merci Jérôme. Thierry Kozik. Merci Monsieur le Président. Merci également à la Cour des comptes pour cet exposé. Moi, je voulais pas forcément poser une question, mais plutôt apporter un témoignage. J'ai connaissance donc, dans le département de la Sarthe d'une situation particulière qui a été la suite du départ d'Afghanistan et l'arrivée massive sur un territoire de familles afghanes avec une trentaine d'enfants, d'élèves qui ont été accueillis dans les établissements scolaires d'une petite commune. La difficulté, c'était ma question, s'il y en a une, elle se tourne plutôt vers l'éducation nationale, sur lequel j'ai le sentiment, au regard de cette expérience, que les moyens aujourd'hui ne sont pas alloués pour accueillir ces élèves. J'en veux pour exemple, donc de mémoire, c'est une trentaine d'élèves qui sont arrivés dans une école où il y a une centaine d'élèves. Donc c'est dire, il y avait un peu plus, il y a 6 classes, une équipe enseignante très soudée, qui était là depuis de nombreuses années. Et au bout d'1 an, après des alertes répétées auprès de l'Éducation nationale, l'absence de moyens, nous avons 5 enseignants sur 6 qui ont demandé leur mutation. Et donc aujourd'hui, ma question était plutôt celle-là, c'est de savoir si aujourd'hui on est en capacité, si l'Éducation nationale est en capacité de répondre en fait à ces demandes spécifiques et l'accompagnement qui est dédié pour ces enfants. Merci. Merci Thierry. Daniel Breuiller. Merci Monsieur le Président et merci de ce rapport et de la présentation faite par les intervenants. Je voulais aussi, moi, partir d'un témoignage personnel pour évoquer un doute sur la question du recensement des élèves allophones. J'ai été maire d'Arcueil, qui est une des communes de l'académie de Créteil, et il y avait une classe UP2A qui a été installée dans la commune voisine de Gentilly. Et à l'époque, il y avait 8 enfants d'Arcueil installés dans cette classe UP2A. Et lorsque monsieur le recteur a ouvert une classe UP2A dans la commune d'Arcueil, il y a eu immédiatement 25 enfants scolarisés. Pour une raison assez simple, c'est que même s'il y a des distances assez modérées, accompagner un enfant, je parle d'élémentaire, accompagner un enfant en élémentaire dans la ville voisine est déjà beaucoup plus difficile que de l'inscrire dans sa propre ville. Donc je pense que le nombre d'enfants que nous scolarisons en UP2A est très inférieur au nombre d'enfants qui auraient besoin de cette scolarité en UP2A. Ma deuxième remarque, c'est sur la question maternelle. Comme Gérard Longuet et comme plusieurs l'ont dit, je pense qu'effectivement, la plasticité, la capacité d'apprentissage des enfants d'âge maternel est très grande. Il n'empêche que j'ai constaté aussi, l'éducation est un sujet qui m'intéressait comme élu, mais aussi professionnellement antérieurement, le vocabulaire dont disposent les enfants est quand même totalement dépendant du milieu familial ou du milieu d'insertion au-delà de l'école. Évidemment, l'école joue un rôle essentiel dans une capacité de progression, mais si dans le milieu familial, on ne parle pas français, ou bien, d'ailleurs, il y a même des gens qui parlent français, mais avec un vocabulaire assez restreint, on voit bien que les inégalités dans la capacité de réussite scolaire s'installent très vite. C'était ma deuxième remarque. Et puis, troisième remarque, le sujet de la résidence, au fond, c'est un sujet, Jérôme Bacher vient de l'évoquer. J'ai eu à connaître des squats très importants. Vous vous rappelez peut-être, monsieur le recteur, d'Émile de Cachan, qui était un énorme sujet. On a scolarisé dans ma commune des enfants qui étaient dans ce très important squat de la commune voisine, parce qu'il fallait bien
offrir une capacité de scolarisation de tous les enfants, mais j'ai eu à connaître aussi des situations de bidonville sur la ville voisine de Villejuif ou dans notre ville. Et il y a là un paradoxe, c'est-à-dire que nous avons d'un côté une politique de gestion de ces bidonvilles qui se traduit en général par une évacuation au bout de quelques temps et une déscolarisation des enfants. Et j'ai acquis une certitude, c'est que sur la scolarisation des enfants roms ou sur la scolarisation des enfants qui sont dans des bidonvilles, la place des associations et la stabilité de l'école sont deux sujets majeurs. Parce que les associations ont une capacité de dialogue, je pense notamment aux familles roms, que les institutions n'ont pas. Et le fait de changer de... Vous savez, c'est la patate chaude, les bidonvilles. Hein. Le préfet commande une évacuation et puis il se réinstalle des fois à 500 mètres de là, des fois à 10 km de là, dans des histoires un peu compliquées qui ne sont pas à l'ordre du jour ce matin. Mais il n'empêche que la durée et la stabilité de la scolarisation est très importante. Et je me rappelle d'enfants qui avaient été virés d'un bidonville, qui habitaient en Seine-Saint-Denis, qui avaient été relogés en Seine-Saint-Denis et qui continuaient à venir à Arcueil tous les matins en faisant plus d'1 heure de transport quotidien pour les accompagner, parce qu'au fond, c'était la garantie d'une réussite, parce que l'insertion avait commencé. Et donc je pense que cette question... C'est hors de notre sujet, mais je me permets de le dire, que laisser dans une proximité géographique des premiers endroits d'insertion est très important aussi si on veut la réussite dans les apprentissages des enfants. Et je termine, excusez-moi d'être un peu long. Oui. Non, juste une question sur l'évaluation. Je ne comprends pas, je le dis, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une évaluation des progrès réalisés pour permettre de s'interroger si les dispositifs de renforcement des apprentissages en français doivent être poursuivis plus longuement. Et j'entends ce que dit M. Guillaume. Personnellement, j'avais ce sentiment que c'était nécessaire de les poursuivre plus longuement. Merci Daniel. Donc Christian Billac a droit à une demi-intervention. Christian. Merci Monsieur le Président. Mais c'est particulièrement intéressant. Moi, je ferai quelques remarques et puis une question. D'abord que la scolarisation des élèves allophones, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a 100 ans, dans le Massif central, je peux vous garantir que 50% des élèves qui arrivaient à l'école ne parlaient pas la langue française. C'était une réalité du quotidien pour les enseignants de ces régions agricoles où à la ferme, on ne parlait pas le français. Et puis, on a eu les flux d'immigration. Et dans mon département, on a vu arriver nombre de réfugiés espagnols qui non plus ne pratiquaient pas du tout la langue française. Et il y a eu, certes, des difficultés de scolarisation, mais globalement, oui. Mais finalement, ça s'est assez bien passé. Parce qu'à côté de la scolarisation, qui est très importante, qui est essentielle, c'est vrai, il y a tout le reste. C'est-à-dire, si l'école, c'est une bulle française au milieu d'un océan d'une autre langue, ça ne peut pas marcher. Et je m'aperçois que dans mon petit village, on avait accueilli il y a quelques années des réfugiés au moment où la guerre sévissait dans l'Irak. Et cette famille de réfugiés s'était très très bien intégrée parce que les garçons, qui avaient une douzaine d'années environ, jouaient au football dans leur pays et avaient été intégrés par le club de football du village. Hein. Ils ne jouaient pas au PSG, bien sûr. Mais le fait qu'ils soient avec les enfants du village dans le club de foot et avec les enfants du village à l'école avait permis des progrès exceptionnels au niveau de la langue, de l'apprentissage de la langue et de l'intégration. Et donc ma question, c'est est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a des passerelles avec nos associations qui constituent le terreau du vivre ensemble dans nos communes, qu'elles soient grandes ou petites ou dans nos quartiers. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'on favorise, est-ce qu'on essaie de favoriser l'apprentissage de la langue par l'inclusion dans l'école, mais l'inclusion aussi dans les structures sportives de la commune. Merci Christian. Jean-Marie Mison. Merci Monsieur le Président. Le sujet des élèves allophones est un beau sujet. D'abord parce qu'il concerne la jeunesse. Et tous ces sujets qui se tournent vers la jeunesse nous obligent plus encore.
Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Christian Bilac sur le rôle des associations qui peuvent apporter beaucoup, tant il est vrai que ces associations sont un fabuleux vecteur de cohésion, y compris pour la jeunesse. Mais ma question, ou c'est plutôt une demande de précision, s'adresse à monsieur le recteur, qui a dit, lorsqu'il a énuméré les 8 points tout à l'heure, que tout se passe bien jusqu'à l'UPE2A. Et qu'ensuite, les choses changent lorsque les enfants arrivent en 4e ou 3e. Il se produit comme une rupture, peut-être, n'est-ce pas seulement que le manque de maîtrise de la langue française, en tout cas le manque de maîtrise de l'écrit français. Et je n'ai pas compris quel était votre point de vue sur cette question. Merci Jean-Marie. Je vais vous donner la parole, monsieur le recteur, puisque vous êtes tout de suite interrogé, pour répondre aux questions que vous souhaitez. La seule contrainte pour chacun, ça sera 4-5 minutes pour chacun. Voilà. Mais donc vous prenez les questions qui vous paraissent de votre champ de compétences et sur lesquelles vous avez envie de répondre. Je vais répondre en 7 points et en moins de 3 minutes. Premier point, le privé. C'est le recteur qui distribue les moyens du privé. Donc, dans mes échanges avec l'enseignement privé, il y a ce sujet-là, singulièrement maintenant où les IPS sont devenus du domaine public et montrent que entre le public et le privé, il y a des différences importantes. Donc moi, mon dialogue avec les directeurs diocésains, c'est ouvrez des UPE2A et on progresse sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est que vous avez raison, il n'y a pas une sorte d'allophone, il y a des différences absolument incroyables. J'ai le souvenir d'avoir rencontré des élèves qui étaient d'anciens guerriers, c'est-à-dire à 7-8 ans, ils avaient porté des fusils, ils avaient tiré. Et ceux-là, on les scolarisait, ce n'était pas forcément complètement facile. Donc, il y a tous les types de situations. Le troisième sujet, c'est quand il y a 30 enfants allophones qui arrivent dans une école de 100, eh bien, la question, ce n'est pas forcément celle des moyens. La question, c'est celle de l'accompagnement des équipes avec des gens qui, jusque-là, ne savaient pas faire et qu'il faut essayer d'accompagner pour qu'ils sachent faire. Et ce n'est pas forcément simple. Je conçois que ça a pu déstabiliser l'école en question. Le quatrième sujet, c'est celui du vocabulaire. Alors, je rejoins ce qu'a dit Daniel Guillaume totalement. Il y a le vocabulaire courant, il y a le vocabulaire scolaire et culturel. Je vous cite une anecdote. C'est un élève tout ce qu'il y a de plus français. Il est en cours d'histoire. Je suis dans la classe parce que je regardais ça à ce moment-là. Et le prof d'histoire, il fait les temples à Athènes et l'Acropole, etc. Et le gamin lit le nom des temples sur l'Acropole. Et à un moment, il lit Athéna Nike et pas Athéna Nike. Parce que pour lui, quand on voit N-I-K-E, ben, ça renvoie pas à la victoire, ça renvoie à une marque bien connue. Donc, la question de l'acquisition du vocabulaire culturel et de référence n'est pas quelque chose qui concerne uniquement les allophones, mais tous les élèves. Et c'est singulièrement d'ailleurs lié à l'origine sociale et culturelle. C'est un autre sujet, mais c'est très important. Ensuite, je rejoins totalement ce qui a été dit sur les associations. Partout où il y a des associations qui peuvent faire le trait d'union entre les familles et l'école, eh bien, ça se passe plus facilement pour nous. Sur l'intégration par l'école et par le sport, je rappelle que depuis 2 ans, eh bien, l'Éducation nationale a dans son giron jeunesse et sport. Et donc, la continuité scolaire, périscolaire, extrascolaire, en lien avec les élus locaux, est un sujet tout à fait intéressant. On se rappelle que dans les années 50, l'intégration dans les mines de population polonaise s'est faite par l'école sportive et singulièrement par le football. Et puis, le dernier point, pour préciser, monsieur le sénateur, le sujet qui se pose, c'est quel accompagnement on met sur des élèves à la sortie des UPE2A. Ils ont encore besoin d'un accompagnement particulier, ils ont encore besoin d'une prise en charge particulière
par l'ensemble des professeurs qui parfois ne sont pas conscients de la situation. J'espère avoir précisé ma pensée. Merci, monsieur le recteur. Monsieur Guillaume. Juste sur un point qui prolonge un petit peu cette considération et qui répondrait en même temps à une question sur la formation. C'est précisément pour cet après UPE2A que les enseignants en ont besoin, y compris, je dirais, avec une prise de conscience du fait que ça fait partie de leur mission au sein de l'éducation nationale, j'allais dire, comme au temps glorieux de l'école de la République, qui s'est construite avec l'enseignement du français. Bon. Et donc ça, c'est un premier point. Et j'insiste quand même sur le fait que la différence entre francophone et allophone, elle n'est pas non plus étanche au sein de notre personnel lui-même. Et donc j'ai pu constater à divers égards que beaucoup d'enseignants sont tout à fait sensibilisés à cette question parce que ça renvoie à des dimensions personnelles pour eux. Donc là, c'est plutôt porteur d'espérance, je crois, en termes de formation. Alors, je voudrais peut-être revenir sur des questions, compléter ce qui a été dit par le recteur de Créteil, Daniel Overlo, concernant finalement l'intégration hors l'école. Intégrer les élèves allophones, c'est aussi travailler avec leur famille. Et je rappelle qu'il y a le dispositif OPRE qui nous permet d'accompagner les parents qui deviennent des parents d'élèves en plus d'être parents. Cette question-là, elle joue aussi alors sur l'apprentissage de la langue, mais y compris avec les familles. Alors ça n'empêchera pas que, comme ça a été dit tout à l'heure, les élèves savent très bien parler une langue en fonction du contexte et de leur interlocuteur. Malgré tout, c'est aussi une façon de favoriser pour les familles l'intégration et la compréhension culturelle et linguistique de notre pays, et donc favoriser la réussite des élèves. Donc on joue aussi sur la façon dont on accompagne les parents dans ces apprentissages, et bien sûr on articule cela avec les associations partenaires de l'école. Je rappelle aussi que notamment les dispositifs vacances apprenantes ont permis d'accueillir dans un cadre qui est très différent de celui de l'école, les élèves ukrainiens l'année dernière pendant les vacances de printemps, ce qui était une autre façon de les intégrer dans un cadre culturel, sportif, associatif, complémentaire de celui de l'école. Je voudrais revenir sur une question qui était liée à l'évaluation en sortie de dispositif. Aujourd'hui, plutôt que la proposition du DELF qui est proposée par la Cour des comptes dans son rapport, nous souhaitons favoriser le passage, la présentation du diplôme de compétences en langue qui permet d'évaluer le niveau en français langue étrangère et en français langue scolaire et langue seconde, avec les nuances qui ont été évoquées tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir toute la palette du tout premier niveau dans le référentiel de compétences européen sur les langues, qui est le niveau A1, qui est un niveau élémentaire, où on est capable de se présenter avec des nuances très très faibles, jusqu'au niveau complètement fluide et de natif tel qu'on l'a au bout d'un certain nombre d'années. Ça nous paraît préférable d'abord parce qu'il n'y a pas d'échec. On a tous, quelle que soit la langue, un certain niveau en langue, y compris très faible. Donc ça permet de se positionner sans échec, plutôt que d'avoir quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et par ailleurs, ça permet de construire la suite, puisque plus on est à des niveaux élevés, plus on va pouvoir donner de l'accompagnement adapté à l'élève compte tenu de son niveau en français. Et s'il est au contraire plus bas, continuer à avoir un étayage, un accompagnement, un environnement sur ces apprentissages du français renforcés. Merci, madame. J'allais dire monsieur le préfet, mais excusez-moi, monsieur le président. Je vous en prie. Non, mais j'ai entendu en plus beaucoup de témoignages qui me parlent beaucoup. Il ne faut pas croire qu'à la Cour des comptes, on soit inconscient ou en tout cas insuffisamment conscient de ce qu'est la réalité du terrain. Mais surtout, on voit qu'au travers de cette demande du Sénat, au travers d'essayer d'approcher une problématique particulière, on l'élargit très vite et c'est normal. Derrière, c'est la question plus large de l'apprentissage du français. Pas simplement, d'ailleurs, que
des enfants d'origine étrangère de manière un peu plus large, et puis de leur intégration et tous les dispositifs qui sont en place. Alors si je reviens à la demande particulière, et ces 3 points sur lesquels je souhaiterais insister, la demande particulière sur les élèves allophones, donc pour nous on l'a compris, pour les élèves qui sont nouvellement arrivés sur le territoire, on a, et c'était toute la difficulté, et vraiment ça met en lumière ces difficultés de l'exercice qui nous avait été demandé, si on a d'abord un problème d'identification. On a vraiment un problème d'identification. Si on n'a pas des données fiables, solides, complètes, il est difficile de se prononcer, et on voit bien qu'il y a beaucoup de cas, et si on veut avoir une approche, comme le souhaitait M. Longuet, une approche très fine, territorialisée, auquel moi je suis entièrement d'accord, parce que selon qu'on se trouve dans une zone frontalière ou une zone rurale, ce n'est pas la même problématique en zone urbaine. On voit bien que les sujets sont différents. Donc il faut absolument qu'on mette en place des dispositifs pour avoir des données sur lesquelles on puisse travailler avec un vrai suivi de cohorte. C'est des questions élémentaires. Qui sont-ils? Si après on veut se poser la question, que sont-ils devenus? Qui sont-ils? Sur qui sont-ils? Eh bien là, il y a beaucoup de trous dans la raquette, je suis entièrement d'accord. Et quand on voit, et les témoignages l'ont dit, que quand on met en place des dispositifs, on en voit apparaître qui n'étaient pas là pour de multiples raisons, des questions d'environnement familial, de mobilité. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on ne les a pas identifiés, on ne les a pas repérés, on ne les a pas dans l'écran radar. Et souvent, d'ailleurs, au niveau des rectorats, ils disposent d'éléments. Il faut recueillir ces éléments. Il faudrait effectivement qu'il y ait des dispositifs un peu plus pilotés au niveau national sur lesquels on puisse travailler. Donc ça, pour nous, c'est absolument indispensable. Donc ensuite se pose quand même la question des dispositifs qui ont été mis en place. Les dispositifs, surtout quand on fait un peu de comparaison avec ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'à l'étranger, ils ont des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée, progressifs. Nous, on a mis des dispositifs très ponctuels, 1 an, 2 ans. Et on voit bien que si on met des dispositifs qui permettent un soutien linguistique, parce que ce n'est pas au bout de 2 ans, certains au bout de 2 ans vont vraiment rapidement maîtriser, d'autres vont rencontrer des difficultés. Si on veut véritablement les aider à maîtriser la langue et ensuite à trouver toute leur place dans notre beau pays, être intégrés, et bien sûr, il y a toute la question de la famille, des associations, il n'y a pas que l'école qui doit y contribuer, ça suppose qu'on leur offre des dispositifs qui s'inscrivent dans la durée. Autre point sur lequel je souhaite insister, qui est très important, c'est les enseignants. On ne fera rien si on n'a pas des enseignants. Et moi, je suis désolé, quand on voit qu'il y a 8% des enseignants qui disent qu'ils ne sont pas préparés à s'occuper d'enfants et d'élèves allophones, ça pose question. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on les motive davantage. Alors, il y a différentes manières de les motiver, par la rémunération, par des formations adaptées, etc. Et avec d'autres difficultés que j'ai eu à connaître. On a eu à en discuter, M. Overlo. Aussi la volatilité d'enseignants qui sont là 2-3 ans et qui, naturellement, se disent pourquoi investir si dans 2-3 ans, je vais ailleurs. Il n'empêche, il y a un vrai sujet sur la formation des enseignants. Ça, et le rapport le met clairement en évidence, et je crois que ça, il faut y travailler. Et enfin, quand même, l'évaluation. Pardon, on n'a pas d'indicateur. Comment évaluer tout ce qu'on met en place? Là, il faut des indicateurs. On a besoin de mettre en place des indicateurs. Et moi, je veux bien qu'on discute longtemps sur est-ce qu'il faut un DELF ou un diplôme. Mais d'abord, le sujet, c'est aujourd'hui, c'est facultatif. Si on veut pouvoir faire de l'évaluation, il faut que ce soit obligatoire. Si on reste sur des diplômes qui sont facultatifs, on ne pourra pas faire d'évaluation. Donc là aussi, il faut qu'on s'entende. Les nuances sur les diplômes, je veux bien les entendre. Mais ce qui est important, c'est est-ce que derrière, on va avoir des indicateurs fiables, des indicateurs solides, robustes, sur lesquels on va pouvoir véritablement construire une évaluation. Et là, on aurait pu répondre encore mieux à la demande de nos parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur spécial, pour conclure. En 30 secondes, Monsieur le Président, nous n'avons pas assez traité les problèmes géographiques spécifiques. Je pense à Mayotte et à la Guyane, qui sont quand même des sujets majeurs et qui peuvent se traduire, comme cela a été évoqué par un de nos collègues, par l'irruption de 30 Afghanistans dans un village. Mais là c'est massif. L'aspect géographique mérite d'être bien évalué. Et puis, alors, il y a deux données fortes et permanentes de l'enseignement qui me réjouissent parce qu'on les retrouve à l'occasion du traitement et de l'accompagnement des allophones. Cette première idée forte, c'est que l'enseignement, c'est long. Et que le temps, le langage, en vous écoutant, le langage de la scolarisation n'est pas le langage de la socialisation et en particulier de la profondeur qui permet des perspectives universitaires.
et là je crois qu'il faut être très lucide, c'est vrai pour tous les élèves. Et c'est pour ça que ma conviction personnelle est que l'apprentissage du français, de la langue française, de la lecture française, de l'écriture française est un devoir absolu, parce que c'est la meilleure façon d'approfondir ses propres connaissances et de pouvoir comprendre les gens plus compliqués qui nous apprennent des choses passionnantes. Le deuxième élément fort, c'est que, vous l'avez dit, madame, ce ne sont pas des parents, c'est des parents d'élèves. Je crois simplement que la famille est indispensable au succès des enfants. C'est la raison pour laquelle je défends la politique familiale par conviction, mais je n'ouvrirai pas ce débat à cet instant. Simplement, ça me fait plaisir de le dire. Si ça vous fait plaisir, monsieur le rapporteur spécial, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Mais merci en tout cas, et merci, monsieur le rapporteur spécial, de nous avoir permis de lancer ce sujet. Nous étions peut-être pour beaucoup d'entre nous un peu loin, et donc cette audition en tout cas nous permet d'en savoir beaucoup plus sur ce sujet. Merci monsieur le président, merci monsieur le recteur, merci madame la chef de service d'être venue à cette audition, et merci à la Cour pour le travail réalisé. Bonne journée. Et bien sûr, nous autorisons la publication de l'enquête de la Cour des comptes en annexe au rapport d'information du rapporteur spécial, sauf désaccord dans la salle que je ne vois pas. Merci encore.